Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, on va pouvoir commencer cette nouvelle visioconférence du cycle de formation Le Jardin de demain. Donc, comme d'habitude, on va vous demander... Super, si on m'entend, parfait. On va vous demander donc de laisser vos micros coupés et de poser vos questions dans le petit onglet conversation pendant la présentation et on y répondra en fin de présentation. Donc, on est parti quand même pour une bonne heure quart, à mon avis. Euh, et on va parler donc aujourd'hui des aménagements favorables à la faune sauvage au jardin. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter cette conférence et je serai assistée par Laura ce soir qui lira Bonjour tout le vos monde. commentaires. Salut Laura. Et donc voilà, on va parler de l'accueil de la faune sauvage au jardin. Oui, moi je me présente. Je m'appelle Julie, donc on s'est déjà vu dans le cadre de ce cycle de formation. Donc moi je suis conseillère technique chez Adalia et je suis arrivée il y a 3 années au sein de l'association. Et donc, je suis pas du tout naturaliste, je suis pas non plus professionnelle, mais par contre, voilà, j'ai un peu une passion pour la faune sauvage. Et donc, j'espère que je vais vous apprendre quelques trucs et astuces ici ce soir pour rendre votre jardin accueillant. Donc, comme d'habitude, petite présentation d'Adalia. Donc, Adalia a été créée en 2001 et est active dans tout le domaine des espaces verts, aussi bien publics que privés en Wallonie, pour y laisser plus de place à la nature. Et on est subventionné par la région wallonne pour accomplir nos missions. Et donc, on accompagne, on conseille et on sensibilise tout public, donc aussi bien les particuliers que les professionnels, sur tout ce qui est alternative aux pesticides et gestion écologique de ces espaces verts. Et donc, voilà, il y a 4 grandes campagnes qu'on mène pour mener à bien nos missions. Il y a la campagne du printemps naturel qui est en cours, hein, qui a lieu du 20 mars au 20 juin. Donc, c'est une campagne qui reprend tous des événements en Wallonie et qui rassemble donc toutes des activités. C'est un agenda en ligne, donc n'hésitez pas à aller sur le site Printemps au naturel. Et on a une fête pour clôturer cette campagne qui aura lieu le 14 juin au Crier de Villers-la-Ville, donc une journée conviviale avec de nombreuses activités, des ateliers, des représentations, la découverte d'associations de producteurs. Donc n'hésitez pas à rejoindre cet événement et à venir rencontrer toute l'équipe d'Adalia lors de cette super journée. On a aussi une campagne Wallonie en fleurs qui vise à accompagner les communes vers un fleurissement et une gestion durable et respectueuse des espaces verts. Et puis alors, on a un label Jardinet sans pesticides qui est destiné aux jardineries qui s'engagent à conseiller leurs clients sur tout ce qui est alternative aux pesticides. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les jardineries labellisées sur le site Jardinet sans pesticides. Et puis, on fournit toujours, depuis le début, depuis 2001, des kits d'élevage de papillons et de coccinelles pour toutes les écoles demandeuses en Wallonie. Donc voilà pour la petite présentation d'Adalia. Alors, ce soir, voilà le petit plan de présentation. On va voir dans un premier temps un peu en introduction quelques définitions hein, de biodiversité. Pourquoi préserver la biodiversité? On verra un peu la différence entre ravageurs et auxiliaires au jardin. Et puis on verra un principe assez important d'équilibre et de chaîne alimentaire au sein de nos jardins. Puis on fera un bref état des lieux de la biodiversité et on verra l'intérêt d'accueillir la faune au jardin. Et puis on rentrera dans le vif du sujet avec les différents aménagements qu'on peut mettre en place au niveau du sol, au niveau de tout ce qui est végétalisation. Et puis on verra les aménagements semi-naturels et artificiels. Donc il y a quand même une belle intro avant d'arriver dans le vif du sujet, mais une intro qui est quand même importante pour remettre un peu la base. Alors, donc quand on parle biodiversité, c'est un terme qui est quand même souvent utilisé, mais qui n'est pas toujours compris. Donc, on définit souvent la biodiversité comme tout ce qui est diversité du vivant. Et il faut savoir que la biodiversité, elle est composée de 3 niveaux.
Je vais mettre mon petit pointeur, voilà. Donc, on a tout ce qui est diversité des espèces. Donc, c'est l'ensemble des individus qui comportent des caractéristiques semblables et qui peuvent se reproduire entre elles. Donc, on estime qu'on a environ 2 millions d'espèces identifiées dans le monde aujourd'hui, mais qu'il reste encore 8 à 12 millions qui sont inconnues. Donc, ça, c'est le premier niveau de la biodiversité, ce sont les espèces. Et puis après, on va retrouver les écosystèmes. Donc, les écosystèmes, c'est les espèces qui vont interagir entre elles dans une zone géographique bien définie. Et donc, elles réagissent entre elles et avec leur environnement. Donc, ça, c'est ce qui va constituer les écosystèmes. Et puis, on va avoir tout ce qui est diversité génétique. Et donc, ça, c'est vraiment la variabilité des gènes, pardon, au sein des espèces d'une même population qui fait que chaque individu, en fait, va être unique. Et donc, il y a énormément de liens entre les espèces et leur milieu. Donc, j'aime bien prendre comme exemple, euh, quand je parle de lien entre espèces et milieu, l'exemple d'un chêne. Ici, on a un exemple de chêne pédonculé. Donc, on va avoir un arbre mère qui va produire des glands. Et on imagine qu'un petit écureuil va se promener dans ce chêne et va aller enterrer les glands pour se produire des petites réserves. Et donc, si l'écureuil, il va aller cacher son petit gland dans une forêt, et que ce gland va germer pour donner un nouveau chêne, on va avoir un chêne qui va pousser vraiment très très haut, qui va essayer d'aller capter le plus vite la lumière et rentrer en concurrence avec les individus qui se retrouvent autour de lui. Et donc, c'est un arbre qui va être quand même assez fin et qui va vite prendre en hauteur, alors qu'un gland du même chêne mère, qui va être semé par l'écureuil au milieu d'une prairie, il va être beaucoup plus costaud, il va pouvoir prendre des grosses rondeurs et se développer pleinement sans filet, comme le chêne, son frère qui est dans la forêt. Et donc, voilà, c'est pour vous montrer vraiment les liens au sein d'une même espèce et l'influence que le milieu dans lequel cette espèce dans lequel cette espèce va se développer va influencer, bref, cet individu. Et donc, la biodiversité, elle est omniprésente, elle est partout autour de nous. Et donc, pourquoi préserver la biodiversité? Bah, comme on vient de le voir, les écosystèmes sont un des 3 niveaux de la biodiversité. Et donc, en préservant la biodiversité, on préserve les écosystèmes qui nous rendent de nombreux services. Donc, on parle souvent de services écosystémiques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, c'est des services que les écosystèmes nous rendent gratuitement. C'est important, pardon, de préciser que c'est des services gratuits et des biens que nous fournissent les écosystèmes et qui sont indispensables et nécessaires à notre bien-être, à notre développement et à notre survie, en fait. Et donc, au niveau des services qui sont rendus, on va avoir tout ce qui est service d'approvisionnement ou de production. Hein, ce sont les cases qu'on voit ici. Et donc, c'est tout ce qui concerne les produits qu'on obtient à partir des écosystèmes et dont on bénéficie, comme tout ce qui est alimentation, nourriture, eau potable, produits pharmaceutiques. Enfin, voilà, c'est tous ces produits qu'on obtient par ces écosystèmes. Il y a ensuite tout ce qui est les services de régulation. Et donc ça, c'est tout ce qui permet de modérer ou de réguler des phénomènes naturels comme la régulation du climat, la pollution, les parasites, les ravageurs. On a ensuite tout ce qui est services culturels, non négligeables. Hein. C'est des services qui ne sont pas matériels, mais qu'on peut tirer des écosystèmes. Donc, c'est tout ce qui est activités récréatives, bien-être, éducation, sensibilisation. Et puis, on va retrouver tous les services support, de soutien, pardon, qui sont ici et qui, eux, interviennent en fait dans la réalisation des 3 autres services. Et donc, c'est tout ce qui crée les conditions de base de vie sur Terre, donc la formation des sols, la décomposition de la matière organique, le cycle de l'eau, etc. Et donc, si les écosystèmes s'écroulent, en fait, on a la disparition de tout le vivant. Donc, voilà l'importance de préserver cette biodiversité. Alors, autre petite définition, on va parler un peu de tout ce qui est ravageur au jardin. Et là, je vais vous demander un peu, est-ce que vous savez me dire à quel animal est-ce que vous pensez quand on parle de ravageur? Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Les rats, les limaces, ouais, exact. C'est vrai qu'on en parle beaucoup.
Surtout maintenant, les limaces, elles commencent à ressortir, les campagnols, ouais, exactement, donc les rongeurs. Allez, j'attends encore un petit peu. Les humains qui... Exactement. Nous sommes des ravageurs. Ça, c'est une bonne réponse, ouais. Les fourmis. Eh oui, oui, on va parler un peu de tout ça, la pyrale du bruit, exact, ouais. Alors, effectivement, donc, vous avez déjà donné quelques réponses, et donc, on va parler un petit peu, détailler un peu les ravageurs. Donc, moi, j'ai tendance à les catégoriser de deux façons. Et donc, d'un côté, on a tout ce qui est les animaux phytophages, donc qui se nourrissent de végétaux. Et il y a aussi tous les animaux qui sont piqueurs-suceurs et qui vont se nourrir, bah, au final, ils se nourrissent aussi de végétaux, mais pas en les mangeant, plutôt en suçant bah, la sève et en implantant des maladies par leur piqûre et en blessant la plante. Donc, bref, je les catégorie de deux façons. Donc, on a effectivement, vous l'avez dit, tout ce qui est chenilles, de papillons de jour comme de nuit, en fait. Donc, toutes les chenilles vont se nourrir de végétaux. Et donc, elles sont considérées comme ravageurs au stade larvaire, en tout cas, les papillons. Et ici, on voit l'hyponomète du fusain. Donc, c'est des chenilles qui vont se regrouper en grand nombre sur des arbres, les hyponomeutes, et tisser un grand cocon. Et puis, ils peuvent complètement défolier un arbre en peu de temps. Donc, oui, les chenilles sont des ravageurs. On va retrouver les limaces hein, aussi, effectivement, qui se nourrissent bah, de végétaux vivants. Elles peuvent aussi se nourrir d'excréments, de cadavres, et elles sont extrêmement voraces. On va retrouver aussi bah, de nombreuses larves de coléoptères, en fait, qui vont passer leur stade de vie sous terre et qui peuvent s'attaquer aux plants. On voit ici la larve du taupin, qui est un petit coléoptère noir. Et la larve va vivre, par exemple, 4 ans dans le sol et se nourrir uniquement enfin, principalement de racines et de bulbes. Donc, on voit ici qu'il s'attaque à un radis. On va retrouver ben, les rongeurs aussi, et principalement le campagnol, qui s'attaque aux plantes fourragères, aux céréales, aux graines, légumes. Bref, il est assez destructeur au jardin. Et le gros problème avec le campagnol, c'est qu'il a aussi une capacité à proliférer assez importante. Donc, pour vous donner une idée, je ne vais pas faire le calcul, mais une femelle peut avoir jusqu'à 12 petits par portée tous les 20 jours. Donc, elle peut remettre bas tous les 20 jours et un seul jeune peut se reproduire après un mois. Donc, je vous laisse faire le calcul au bout d'une année, combien de jeunes peut engendrer une mère campagnole. Donc voilà, ça c'est le gros problème des campagnols, c'est la prolifération. On peut aussi retrouver le doryphore, hein, qui est un coléoptère de la même famille que les coccinelles, mais dont la larve et l'adulte se nourrissent de pommes de terre et peuvent aussi s'attaquer aux tomates et aux aubergines. Donc, si vous avez un potager, vous en avez sûrement déjà payé les frais. Et puis alors, on a aussi tout ce qui est criquets et sauterelles qui peuvent se nourrir de feuilles. Et donc, voilà, petite parenthèse, je vais en faire quelques-unes pendant la présentation. Je ne sais pas si vous savez la différence entre un criquet et une sauterelle, mais si vous ne le savez pas, vous allez le savoir maintenant. Donc, il faut savoir que ici, on a la grande sauterelle et le criquet des champs. Et donc, la différence, c'est que ça se fait surtout au niveau des antennes. Donc, les sauterelles, elles vont avoir des longues antennes super fines. Donc, on voit déjà ici la grande sauterelle, la proportion d'une antenne par rapport à sa taille. Alors que les criquets, ils vont avoir des petites antennes, mais beaucoup plus épaisses. Et la particularité aussi chez les femelles sauterelles, c'est qu'elles ont un organe de ponte. Donc, les femelles, on les reconnaît facilement et on sait identifier du coup que c'est une sauterelle. Et voilà, petit organe de ponte qui finit l'abdomen. Et donc, ça s'appelle un ovipositeur. Et donc, sur cette photo, on voit les leptophiles ponctués et on voit du coup un petit organe de reproduction à l'arrière. Donc, c'est une sorte de sauterelle et c'est une femelle.
Et donc, eux se nourrissent aussi de feuilles de trèfle, de pissenlit, etc. Donc, ils peuvent être un peu ravageurs. Alors ensuite, au niveau de tout ce qui est piqueurs-suceurs, on va retrouver toutes les thrips. Ce sont des petits insectes ailés dont on compte plus de 6 000 espèces, qui peuvent aussi bien s'attaquer aux plantes d'intérieur que d'extérieur. Et donc les plantes attaquées, elles vont souvent former des taches grises et ça va affaiblir la plante et ça peut transmettre également des virus via les plaies qu'elles génèrent sur les plantes. On va retrouver les pucerons aussi, évidemment. On peut aussi avoir des punaises qui sont végétariennes, comme on voit ici, elle est un peu en camouflage dans la plante. Euh, et donc, les punaises, elles se nourrissent souvent de végétaux. Elles peuvent manger des fleurs, des feuilles, et d'autres peuvent sucer. Et il y en a aussi qui sont prédatrices. Donc, on a plusieurs régimes alimentaires chez les punaises. On va aussi retrouver les psylles qui s'attaquent à de nombreuses plantes et qui peuvent se nourrir de sève. Elles sont assez proches des cochenilles et des pucerons. Les cicadelles aussi, c'est des insectes je ne sais pas si vous avez déjà observé dans des hautes herbes des espèces de crachats, des petits amas comme ça, et on se dit, mais enfin, qui a craché là? Et en fait, c'est cet insecte qui, euh, qui crée en fait en suçant la sève, elle va utiliser une partie pour fabriquer une écume qui va protéger ses larves contre les prédateurs. Et donc c'est une écume. Donc si vous grattez un peu ce petit crachat, vous allez trouver une petite larve à l'intérieur qui est la larve de la cicadelle. Donc on l'appelle souvent le crachat de coucou, cette écume. Et donc ça maintient la larve voilà, à l'humidité et ça l'empêche de se dessécher. Et donc, voilà, c'est des insectes aussi qui s'attaquent aux plantes. Et puis les cochenilles, qui sont aussi fréquentes sur les plantes d'intérieur, en plus des plantes d'extérieur. Et il y a plusieurs espèces, dont ici la farineuse. Alors, deuxième question, après avoir présenté les ravageurs en partie, parce qu'il y en a bien plus évidemment, mais on ne saura pas aborder tout le monde aujourd'hui. Petite question, vous pensez à qui, quel animal quand on parle d'auxiliaire au jardin cette fois? Les poules, c'est vrai, c'est vrai. Ici, l'idée, c'est d'aborder la faune sauvage, donc on ne parlera pas des poules, même si j'ai des poules et Laura sait à quel point j'en suis fan. Ce ne sera pas le sujet de ce soir. Euh, les cochenilles, les coccinelles, pardon, les oiseaux, les abeilles, effectivement, ouais, les hérissons, exact. Oui, oui, super, donc vous êtes dans le bon, hein. Donc, même donc auxiliaires, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais les auxiliaires, c'est vraiment tous les alliés au jardin qui vont participer à l'équilibre au jardin. Donc, c'est vraiment nos amis animaux du jardin. Et alors, moi, ici, la faune, enfin les auxiliaires, je les catégorise de trois façons. On va avoir les décomposeurs, donc qui ont un rôle hyper utile au jardin et qui se passent souvent sous nos pieds et qu'on méconnaît un peu, qu'on ignore, mais qui est vraiment indispensable à toute forme végétale, en fait. On va retrouver aussi les prédateurs et parasitoïdes, et alors évidemment les pollinisateurs. Donc, on va rentrer d'abord dans les décomposeurs. Donc, comme je le dis, c'est vraiment des animaux et des organismes qui vont agir très discrètement dans ou sous le sol, en fait, et au compost aussi, et qui sont indispensables parce qu'ils vont transformer toute la matière végétale et animales mortes en humus et en sels minéraux, et donc qui vont offrir aux plantes des conditions de croissance favorables et indispensables au développement de tous végétaux. Et donc, ces petits animaux, ils vont couper, ils vont broyer, ils vont ingérer et ils vont enfouir la couche de détritus qu'on va retrouver à la surface du sol. Ils vont l'enfouir de plus en plus profondément dans le sol et former cet humus, donc cette terre noire qu'on retrouve en superficie de nos sols et qui est hyper riche en minéraux. Et donc, ils vont vraiment réaliser un travail à la chaîne. Et on estime qu'un morceau de feuille peut passer dans le système digestif de 20 espèces différentes. Donc, voilà, c'est vraiment un travail à la chaîne, du plus gros aux organismes aux plus petits. Et donc, au sommet du podium, on va évidemment avoir les vers de terre, les vers de terre qui sont vraiment des acteurs incontournables à tout ce qui est fertilité de nos sols.
et qui ont aussi un rôle très important dans tout ce qui est aération et drainage du sol parce que grâce à leur galerie, en fait, l'eau va pouvoir ruisseler beaucoup plus facilement et les végétaux, une racine d'un végétal qui va croiser une galerie va pouvoir s'ancrer et se développer plus rapidement sans obstacle. Donc voilà, c'est vraiment des super alliés au jardin et surtout pour la vie de nos sols. Et donc, pour accroître leur population, petit conseil, il faut éviter de les décimer. Et malheureusement, quand on travaille son jardin avec des outils à lame, comme des bêches, des motoculteurs, etc., ça va être très destructeur pour des fraises. Ça va être très destructeur pour les vers de terre. Donc, on conseille souvent de travailler vos sols avec des outils à dents, comme les binettes, comme les râteaux, comme enfin voilà, d'autres exemples, mais voilà, des outils à dents sont bien moins destructeurs que ceux à lame. Et alors, ils n'aiment pas le cuivre, donc attention si vous utilisez de la bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou. Voilà, ça peut être aussi destructeur, donc avec parcimonie pour nos vers de terre. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mille pattes, hein, la famille des myriapodes. Et eux, ils ont deux rôles. Donc, il y en a qui sont décomposeurs, comme le spécimen qu'on voit ici, mais d'autres sont aussi prédateurs carnivores. Donc, chez les mille pattes, on a vraiment deux types de régimes alimentaires différents. Ils adorent le paillage, se cacher dans le paillage et sous les pierres. Donc, voilà pour eux. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'insectes qui vivent en surface et qui volent à l'état adulte qui vont passer leur stade larvaire sous-sol, notamment certains coléoptères, des mouches, des sauterelles, etc., et qui vont fragmenter les déchets organiques. Donc, on a ici la larve de la cétoine dorée, j'y reviendrai plus tard, mais c'est vraiment une super alliée au jardin. Et il y en a qui peuvent voilà, se nourrir de cadavres, d'excréments, et d'autres peuvent prédater d'autres invertébrés aussi. Donc, on a plusieurs régimes alimentaires chez les larves, des coléoptères, les cloportes, cochons de cave aussi, qu'on appelle plus communément, qui est un crustacé terrestre. Donc, c'est assez rare et qui fuit la lumière et le soleil parce qu'il a une peau assez fragile et qui se dessèche facilement. Donc, ils apprécient les milieux humides. On les trouve souvent sous les pierres et eux, ils vont fragmenter les déchets de feuilles et de bois en morceaux encore plus petits. Ils peuvent aussi consommer certains champignons, mais c'est vraiment des spécialistes du bois mort, donc des super alliés décomposeurs. Les fourmis, on va les retrouver ici, mais on peut aussi les retrouver comme on l'a cité tout à l'heure, dans les ravageurs, parce que les fourmis, elles sont omnivores, elles ont plusieurs régimes alimentaires, donc elles peuvent être phytophages, elles peuvent être granivores, elles peuvent être carnivores en fonction des saisons. Mais voilà, il y a une partie de leur travail qui se met aussi dans les décomposeurs parce qu'elles peuvent participer aussi à la décomposition de matière organique et à l'aération des sols aussi avec leurs galeries. Elles font des chouettes mouvements de matière comme les vers de terre. On a aussi les perce-oreilles, les forficules, ils sont omnivores, ils se nourrissent de débris végétaux, mais ils peuvent aussi s'attaquer à des pucerons et parfois manger quelques fleurs et plantes. Donc voilà, plusieurs régimes alimentaires aussi chez le perce-oreille. Et alors, tout en bas de la chaîne alimentaire, on va avoir tout ce qui est acariens, décomposeurs. Donc eux, ils vont vraiment manger les débris minuscules qui viennent des déjections des autres, en fait, et finir de transformer la matière organique. Et puis alors, des micro-organismes, on va retrouver aussi les bactéries qui peuvent vivre dans les intestins de tous ces petits animaux également. Alors ensuite, tout ce qui est prédateur et parasitoïde, on a les carabes, dont ici le carabe doré, qui va se nourrir de limaces, d'escargots, de larves d'insectes ravageurs. Donc voilà, c'est des chouettes prédateurs de d'autres ravageurs. On va retrouver aussi la taupe. La taupe, elle est purement insectivore, donc elle ne va jamais détruire des végétaux, elle ne se nourrit pas de racines. Elle va vraiment avoir un régime alimentaire insectivore et elle peut du coup se nourrir de larves d'insectes ravageurs. De certaines larves végétariennes. Et le gros avantage chez la taupe, c'est qu'il n'y a pas de pullulation possible, contrairement aux campagnols. Et vous pouvez aussi récupérer les mottes
de terre qui sont vraiment de la super terre pour vos plantations, parce que c'est de la terre meuble qui se retrouve en superficie de votre sol et qui est assez riche en minéraux. Et donc, voilà, c'est de la chouette terre de récup. Les coccinelles, j'ai mis volontairement ici une larve de coccinelle parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça ressemble, mais ça n'a rien à voir avec la coccinelle adulte. Et les larves sont vraiment hyper voraces pour la lutte contre les pucerons. Et les adultes, eux, vont pouvoir se nourrir de nectar et de pollen à la sortie de l'hiver. Il y a les musaraignes aussi, qui sont des petits mammifères aux allures de souris, mais en fait qui ne sont pas des rongeurs, parce que les musaraignes sont insectivores. Elles ne se nourrissent pas de graines comme les rongeurs. Et donc on les reconnaît souvent à leur petit nez tout fin et leurs micro-yeux. C'est vraiment des petites bêtes toutes mamées et qui sont insectivores. Donc elles vont manger des araignées, des cloportes, des escargots, des vers. Et l'avantage, c'est qu'elle n'hiberne pas, donc elle peut être aussi active en hiver, à l'inverse des campagnols qui, eux, vont hiberner. On va retrouver tous les oiseaux, bien évidemment. Oui, oui, les mésanges, les moineaux qui mangent beaucoup de chenilles, mais aussi les plus gros oiseaux, les rapaces, qui peuvent se nourrir de campagnols, justement, et d'autres mammifères ravageurs. Les chauves-souris qui vont compléter le travail des mésanges, mais le faire de nuit. Les chauves-souris, c'est le seul mammifère qui est capable de voler et il se nourrit énormément de ravageurs et de papillons de nuit, lui. Donc voilà, vraiment complémentaire aux oiseaux. Les hérissons, évidemment, mammifères, qui est omnivore. Il va manger des vers de terre, des chenilles. Il peut manger des œufs aussi, des campagnols, des jeunes campagnols. Donc, il peut s'attaquer aux amphibiens aussi, aux reptiles. Enfin, voilà, il a vraiment un régime alimentaire très varié. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, les limaces et les escargots ne font pas partie de la majorité de leur régime alimentaire. Donc, c'est vraiment en très petite quantité qu'ils vont les consommer. Mais quand même, attention, quand vous utilisez des anti-limaces chimiques, essayez de préférer peut-être les bio à base de phosphate de fer ou tous les autres trucs et astuces, parce que les anti-limaces chimiques sont aussi toxiques pour eux, évidemment. Tous les amphibiens, dont ici la grenouille rousse, mais on en a d'autres évidemment. Les adultes sont souvent carnivores et vont manger des insectes et des mollusques, des vers, etc. Il y a les reptiles aussi, hein. Ici, on voit l'orvet. L'orvet qui n'est pas un serpent. L'orvet est un lézard sans pattes. Donc, on a souvent tendance à dire que c'est un serpent, mais non. L'orvet n'est pas un serpent, mais l'orvet est un lézard et qui se nourrit aussi de vers, de limaces, des insectes de nuit. Les lézards, ce sera plutôt les araignées, les sauterelles et les serpents, des petits vertébrés, des rongeurs, voilà. Les araignées, qu'on va retrouver aussi chez les prédateurs. Et l'araignée n'est pas un insecte parce que les insectes sont caractérisés par trois paires de pattes, une paire d'ailes et des antennes. Et l'araignée, elle a quatre paires de pattes, elle n'a pas d'ailes, elle n'a pas d'antennes. Donc en fait, l'araignée n'est pas considérée comme un insecte. Et puis alors, on retrouve à nouveau, ah non, pas à nouveau, on retrouve les libellules et les demoiselles aussi qui sont carnivores et qui vont embrocher leur proie grâce à des épines qu'elles ont sur leurs pattes. Et alors, petite parenthèse, à nouveau, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les libellules et les demoiselles, mais vous avez la réponse, en tout cas la grande réponse sur cette photo, ce qui permet le plus de les identifier. En fait, c'est la position de leurs ailes quand elles sont posées. Les libellules, elles vont garder leurs ailes de façon horizontale, alors que les demoiselles vont les rassembler l'une contre l'autre le long de leur abdomen. Donc voilà comment distinguer libellules et demoiselles. Et alors pour finir sur les prédateurs parasitoïdes, j'ai pas encore parlé des parasitoïdes, mais en voilà un. C'est une petite guêpe parasitoïde qui pond en fait ses œufs dans les pucerons. Et donc ces œufs vont grandir, ces larves vont grandir à l'intérieur du puceron, se nourrir de ce que mange le puceron. Et puis au moment d'arriver voilà, en fin de croissance, il va éventrer le puceron et laisser un puceron momifié sur une feuille. Donc voilà, ce sont aussi des, des alliés et des auxiliaires au jardin, ces petits insectes
Et puis, on peut retrouver aussi, bref, des escargots et des limaces qui mangent des autres escargots et des autres limaces. Il y a aussi tout ce qui est punaises, acariens, mouches, des mouches prédatrices. Enfin, voilà, il y a vraiment toute d'insectes aussi, en plus que ceux cités ici. Et alors, dernière grande famille, ce sont les pollinisateurs. Donc, tout ce qui est évidemment insectes pollinisateurs qui vont permettre à nos plantes de se reproduire et sans qui notre alimentation serait vraiment compromise. Donc, on a tout ce qui est abeilles solitaires et bourdons qu'on retrouve ici, dont les adultes vont se nourrir de nectar et de pollen pour nourrir leurs larves. On va avoir toute la famille des cirphes. Ce sont des mouches, en fait, qui sont déguisées en abeilles. Elles ont plus des allures d'abeilles que de mouches, mais c'est bien des mouches et qui ont une capacité à faire un vol stationnaire. Donc, on en voit souvent au jardin qui viennent se poser devant nos yeux. C'est assez impressionnant en battant très, très fort des ailes. Et donc, les cirphes, les adultes vont manger du pollen et du nectar, et les larves, par contre, des cirphes se nourrissent aussi de pucerons, donc doublement intéressant au jardin. Tous les papillons, évidemment, hein, dont les chenilles sont phytophages, mais les adultes vont se nourrir de nectar et du jus de certains fruits, donc ils vont polliniser. On voit les petits chrysopes aussi, qui sont des petits insectes avec des ailes transparentes, et un peu aux allures d'aliens, je trouve. Ils sont assez impressionnants à regarder de près. Et donc, les larves vont prédater des petits insectes comme les pucerons, et les adultes, ils vont butiner. Les coccinelles, je les ai remises ici parce que quand elles sortent d'hibernation, les coccinelles, elles vont pas avoir de pucerons à se mettre sous la dent parce qu'ils sont pas encore développés. Et donc, les adultes vont aller se nourrir à leur sortie d'hibernation d'un peu de nectar. Donc, ils participent aussi à la pollinisation. Et puis, on va retrouver tous les tentraides. C'est des insectes aux allures de guêpes, dont les larves, par contre, ressemblent aux chenilles. Enfin, bon, on n'a plus rien à comprendre, mais elles sont aussi pollinisatrices. Et alors, les guêpes et les frelons, on a tendance à souvent les voir comme dérangeants au jardin, mais il faut savoir que les adultes se nourrissent de nectar et de fruits et vont devenir embêtantes plutôt quand elles ont des larves à nourrir. Et donc là, ils vont chercher des aliments plutôt carnivores. Donc voilà, et les adultes, pour se nourrir, aiment bien le nectar, donc ils aiment bien aussi parfois les vers de grenadine, etc. Donc voilà, ils peuvent être parfois un peu dérangeants. Et alors, ben, c'est intéressant, au vu de tout ça, de se poser la question, est-ce qu'on est face en fait à des amis ou des ennemis? Au final, où est la nuance entre ravageurs et auxiliaires? Parce qu'en fait, il y a des évolutions qui vont se faire en fonction du stade de développement. Donc, par exemple, les papillons, quand ils sont jeunes, enfin, quand ils sont à l'état de larve, ils vont être phytophages et donc ravageurs, alors qu'à l'état adulte, ils vont être auxiliaires. La cétoine dont on a vu tout à l'heure, la grosse larve blanche, ben la larve, elle va décomposer la matière organique, donc elle va être auxiliaire. Mais par contre, l'adulte, il va être phytophage, il va pouvoir se nourrir de fleurs. On a aussi des évolutions qui peuvent se faire en fonction de l'alimentation. Et donc, les limaces, elles peuvent être tantôt décomposeurs de matière organique, mais tantôt destructrices de semis. Les gendarmes aussi, on n'en a pas parlé, mais pareil, quoi, ils sont aussi décomposeurs, mais ils peuvent aussi être suceurs de sève et donc devenir ravageurs. Les mésanges, qui chassent énormément d'insectes et mangent des chenilles, donc auxiliaires, mais elles peuvent aussi détruire énormément de bourgeons de fleurs en venant picorer les arbres fruitiers, les moineaux aussi. Et puis alors, il y a aussi des évolutions qui peuvent se faire en fonction des interactions avec l'homme. Donc, par exemple, la guêpe, on la voit souvent comme dangereuse, alors qu'en fait, elle peut chasser des chenilles. Les serpents, on en a peur, alors qu'en fait, on les enfin, c'est des grands mangeurs de rongeurs et donc des chouettes auxiliaires. Les oiseaux, parfois, on a les fientes qui dérangent, alors qu'en fait, ce sont des super chasseurs aussi de chenilles. Les araignées, pareil, on en a peur, alors qu'elles chassent aussi énormément d'insectes. Et puis, il faut toujours se mettre à l'idée que peu importe l'animal, il a toujours un intérêt dans le cycle alimentaire. Et donc, les pucerons, ça n'empêche qu'ils restent une source de nourriture pour de nombreux auxiliaires, alors qu'ils sont destructeurs. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est important de garder une certaine tolérance envers les animaux, même si on est face à des insectes ravageurs, et il y a rarement d'ennemis stricts, en fait, au jardin.
Et donc, pour rebondir sur cet équilibre, voilà petite illustration que j'ai puisée dans un bouquin que je trouve assez intéressante pour vous montrer un peu l'équilibre en fait qui se crée dans vos jardins. Donc, on va avoir ici à la base notre sol avec notre couche d'humus et tout le travail des décomposeurs qui vont permettre aux plantes sauvages et ornementales de croître. Et puis ces plantes, ben, elles vont servir de nourriture et de lieu de ponte à des animaux phytophages, à des rongeurs, etc., qui eux-mêmes vont servir de nourriture aux prédateurs et aux super prédateurs. Une fois que ces animaux et que ces végétaux meurent, hop, ils retombent au sol et les décomposeurs vont les décomposer pour donner des minéraux pour les plantes. Et bref, en fait, on est dans un cycle vraiment continu. Et donc, quand ne va pas intervenir, ben, il y a un équilibre écologique qui va se faire dans votre jardin entre tous ces êtres vivants et du plus petit micro-organisme qui va être présent dans l'eau jusqu'au grand super prédateur qui va dominer la chaîne. Et donc, quand on intervient, on va perturber en fait cet équilibre inévitablement. Et quand je parle de perturbation, je ne parle pas que de pesticides, mais je parle aussi de tout ce qui est travail du sol. Ça perturbe l'équilibre. Si vous voulez apporter un élevage d'insectes, de coccinelles, etc., vous allez perturber cet équilibre. Tout ce qui est engrais, traitement, etc. Voilà, on perturbe. Si on intervient, on peut retirer aussi des prédateurs et des super prédateurs, retirer en tout cas aux super prédateurs leur nourriture. Et donc, voilà, tout ce qui est usage de pesticides, c'est évidemment à limiter parce que ça va bouleverser ces équilibres. Et même si vous voulez cibler avec un insecticide un animal en particulier, vous risquez d'avoir des répercussions sur d'autres animaux directement ou indirectement en diminuant les ressources alimentaires des maillons de la chaîne qui se retrouvent au-dessus. Et donc, lisez bien les notices quand vous utilisez des produits, voilà, en utilisant, par exemple, pareil, les herbicides, bah, vous détruisez tous les pucerons qui se nourrissent de ces herbes et du coup, toutes les coccinelles aussi. Donc, voilà, essayez de mettre des solutions les plus naturelles possibles en place et surtout observer avant d'agir, c'est ça qui est important aussi. Et tout le monde a un rôle dans cet équilibre. Alors, ah, la slide n'est pas passée. Ah si, voilà. Donc, slide un peu moins comique, c'est petit état des lieux de la biodiversité ici dans le monde. Donc, on estime qu'en 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à 5 reprises. Et ça à cause de changements climatiques ou de cataclysmes. Donc, on a eu, par exemple, une intense période glaciaire, on a eu le réveil des volcans, on a eu la fameuse météorite qui s'est écrasée là dans le golfe du Mexique il y a une soixantaine de millions d'années et qui a fait disparaître les dinosaures. Et donc, ici, ces événements ils sont appelés les 5 grandes extinctions massives. Et ici, tout semble indiquer qu'on est vraiment à l'aube aux portes de la 6e extinction. Et malheureusement, ben, pour cette fois-ci, l'homme est le seul responsable de cette extinction. Et le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que les 5 premières qui ont eu lieu. Et donc, on voit ici les grandes causes, hein. On a évidemment la destruction des habitats, tout ce qui est surexploitation des ressources, changement climatique, la pollution, et en dernier lieu, les espèces envahissantes. Et donc, à l'échelle de la Wallonie, ben voilà quelques chiffres, c'est pas glorieux. C'est jamais gai à lire, mais voilà les derniers chiffres, en tout cas, que j'ai trouvés sur les menaces qui pèsent sur les espèces. C'est pas joli, joli, mais du coup, peut-être vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle quelle est, face à cette érosion de la biodiversité? Ben, en fait, il faut vous rendre compte que, compte tenu de l'urbanisation croissante en Belgique et en Wallonie et de la superficie que prennent les jardins sur le territoire wallon, et le fait que la perte des habitats est la première cause de l'érosion de la biodiversité, bah, c'est indispensable de laisser plus de place à la nature et aux animaux dans nos jardins, parce qu'ils font partie, enfin, nos jardins font vraiment partie intégrante d'un maillage écologique qui permet de lier différents grands milieux entre eux et d'éviter aux populations de s'isoler. Donc, c'est important pour leur reproduction. Et alors, voilà.
pour vous donner un chiffre, donc les habitations font partie des terrains artificialisés qu'on voit en rouge et donc ça représente quand même 10% du territoire wallon. Donc surtout, chaque jardin compte, peu importe sa superficie. Vous pouvez faire des petits gestes à votre échelle qui seront bénéfiques pour la faune sauvage. Et donc, accueillir la faune sauvage, ben, à quoi ça va servir? Ben, vous l'aurez compris, hein, ça participe du coup au maintien des écosystèmes parce que les espèces, les milieux et leur environnement sont liés entre eux. Ça permet aussi d'avoir un équilibre biologique au sein de votre jardin. Et puis, ça permet de lutter contre les ravageurs et les maladies. Donc, ça, on n'en a pas trop, enfin, vous l'aurez compris, en gros, les maladies des plantes sont souvent dues à des champignons, à des bactéries ou des virus et qui rentrent dans les plantes par les insectes piqueurs-suceurs. Et donc, en régulant les populations des ravageurs piqueurs-suceurs, on agit directement sur certaines maladies de nos plantes. Et puis, bah, la pollinisation, on en a parlé évidemment, tout ce qui est recyclage de matière organique et décomposition. Et puis, il y a aussi non négligeable tout ce qui est source de bien-être. Je pense qu'on apprécie tous se promener un petit peu dans son jardin et observer quand ça grouille de vie tous les animaux qui nous entourent. C'est toujours très plaisant. Et puis, ça permet d'observer évidemment la nature au pas de sa porte, à portée de main. Et alors, pour finir cette partie non, qui était quand même assez importante, euh, je voulais juste vous montrer une étude qui a été menée je pense ouais, en Angleterre, sur 1000 enfants âgés entre 5 et 16 ans en 2019, qui montre en fait leur capacité de reconnaître certains animaux. Donc, on voit par exemple qu'il n'y a que 50% d'enfants entre 5 et 16 ans qui savent reconnaître une ortie. Il y a seulement 42% qui savent reconnaître un pissenlit. 7% savent reconnaître un hérisson et 3% un renard. Donc, c'est quand même assez marquant comme chiffre. Et donc, je trouve ça vraiment important, en tout cas, de se reconnecter au vivant et de le voir autrement que comme un décor. Et ces chiffres sont assez criants. Donc, surtout, sensibiliser les gens autour de vous. Alors, on rentre donc dans le vif du sujet pour cette deuxième partie de présentation. Les premiers aménagements que vous allez pouvoir réaliser dans votre jardin, ça va se passer au niveau du sol. Et donc, il y a deux grands aménagements. Il y a le compost et le paillage. Le compost, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on a déjà donné une formation uniquement là-dessus. Donc, ça va être des grands principes, mais si ça vous intéresse, elle sera redonnée certainement l'année prochaine si vous n'y avez pas eu accès. Donc le compost, ça va être vraiment une production d'humus qui va être réalisée de façon accélérée. Et donc le travail de décomposition des organismes va dégager de la chaleur qui vont attirer évidemment bah, les décomposeurs et plus, comme les orvets, etc., qui apprécient un peu la chaleur et ils vont adorer chasser dans les composts. Mais on va retrouver aussi bah, la larve de cétoine dont je vous ai parlé plusieurs fois. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien cette petite présentation, enfin cette petite illustration. Donc la larve de cétoine, on va la retrouver sur la droite. Elle ressemble très fortement à la larve du hanneton qui, elle, est assez destructrice au jardin parce qu'elle va se nourrir pas mal de racines, alors que la larve de cétoine, elle va décomposer la matière organique. Donc si vous en trouvez au jardin ou en retournant votre sol, ça vaut la peine de pouvoir les identifier. Donc la larve d'hanneton, elle a une fine tête et des grandes pattes, alors que la larve de cétoine, elle a une grosse tête et des toutes petites pattes. Le compost, on va le mettre plutôt dans un endroit ombragé pour qu'il garde un certain degré d'humidité. Donc, c'est important pour les composts de rester humides. Ce qui est important aussi, c'est de maintenir le compost en contact avec le sol pour permettre les échanges au niveau des organismes du sol. Si vous le mettez sur une dalle béton, bah, les vers de terre qui sont dans votre sol ne pourront pas spécialement accéder à votre tas de compost. Donc ça, c'est important. L'idéal, c'est de faire plusieurs tas, comme on voit sur la petite photo ici. Ça permet d'avoir un compost en cours de maturation et puis de transvaser pour le faire maturer et donc d'avoir différents stades de dégradation de matière organique.
Et donc, vraiment, les trois éléments indispensables pour réussir un compost, c'est d'avoir de l'eau, donc bien le maintenir humide, quitte à l'arroser de temps en temps, de l'air, donc c'est important de retourner, de faire rentrer l'air et éviter que le compost se tasse. Et alors, au niveau des proportions, on dit souvent qu'il faut 2 tiers de déchets verts pour 1 tiers de déchets bruns. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur les déchets verts, bah, c'est tout ce qui est épluchures, herbes, déchets de tonte, marc de café, tout ce qui est déchets de fruits et légumes. Alors que les déchets bruns, qu'on va retrouver en proportion moindre, ce sont les feuilles mortes, tout ce qui est déchets de branches, essuie-tout, carton non imprimé, etc. Et donc voilà, c'est important d'aérer régulièrement et vous pouvez bien évidemment valoriser le compost pour vos plantations ou au potager. Ensuite, deuxième aménagement intéressant pour la faune, c'est tout ce qui est paillage. Et donc là, moi, je vous conseille de préconiser plutôt le paillage organique, donc à base de tonte, de paille, de broyat, euh, de branches, plutôt que le paillage minéral, parce que, bah, évidemment, le paillage organique, il va se décomposer aussi et apporter de la matière organique pour la vie du sol et est nécessaire pour nos plantes, alors que bah, le paillage minéral, il ne va pas se décomposer, même si le paillage minéral est quand même intéressant aussi pour la faune sauvage qui apprécie la chaleur. On reparlera des aménagements minéraux après. Donc ça va évidemment favoriser la vie du sol, le paillage, et donc apporter de la nourriture aux décomposeurs. Et c'est surtout intéressant pour eux en fin d'hiver, quand les vers de terre remontent à la surface. C'est important parce qu'il n'y a pas encore de végétaux en fin d'hiver quand les vers de terre se réveillent et pas beaucoup de matière organique sur le sol. Donc le fait d'avoir un paillage, ça va leur amener de la nourriture. Et c'est aussi intéressant en automne pour faire des provisions avant qu'ils redescendent dans les profondeurs du sol pour y passer la saison froide. Ça va aussi favoriser la vie en surface du sol. Donc, tout ce qui est musaraigne, araignée, les orvets adorent les paillages. Laura pourra vous le confirmer. Elle a la chance d'avoir des petits orvets dans sa serre qui apprécie apparemment son paillage. Donc, Moi, j'en retrouve tous c'est les vraiment. ans. J'ai eu la chance de voir un accouplement cette année, c'était assez chouette. Mais j'ai un Ouais, pierrier j'ai pas loin vu. aussi, ce qui aide pas mal. Exact, ouais. Donc voilà, le paillage, ça permet aussi à des petits animaux de s'activer. Ça sert aussi d'isolation thermique au sol, hein, évidemment. Et alors, ça maintient l'humidité en été, le paillage pour vos plantes. Donc, vous pouvez réduire un peu la quantité d'eau à apporter au niveau des arrosages. Et ça permet de limiter la pousse et la concurrence d'adventices. Donc, le paillage a vraiment énormément de qualité. Attention toutefois dans nos contrées, de l'éviter peut-être au début du printemps par rapport à tout ce qui est prolifération des limaces. Donc au printemps, on a quand même souvent assez d'eau et le paillage devient intéressant en été pour maintenir de l'humidité au pied de nos plantes. Donc évitez le paillage au début du printemps parce que vous allez permettre en paillant vos pieds, vos jeunes pousses, d'apporter en plus de la nourriture avec vos pousses aux limaces. Elles vont retrouver refuge directement dans le paillage. Donc l'idéal, c'est de le mettre plutôt en été jusqu'au printemps suivant. En le maintenant l'hiver, vous pouvez aussi également, évidemment. Et donc, voilà quelques exemples de paillage. Il y a la paille, le BRF, le miscanthus, tout ça, c'est des chouettes paillages. Et attention pour qu'ils soient efficaces, en tout cas dans vos parterres, pour limiter la concurrence des adventices. C'est important de mettre une bonne couche d'au moins 10 centimètres. Et alors, j'ai mis éviter les écorces de pin. Bah, c'est souvent les moins chers qu'on trouve en commerce, qu'on peut acheter en grand sac. Mais le pain va quand même acidifier vachement le sol. Donc, ça peut être néfaste pour le sol et pour les plantes, sauf si vous avez vraiment des plantes qui apprécient l'acidité, comme les bruyères, comme enfin voilà, des plantes un peu de milieu tourbeux comme ça. Ça peut les intéresser, mais au-delà de ça, c'est mieux d'autres types de paillage. Alors, deuxième grand aménagement, évidemment, et qui est à la base de toute la chaîne alimentaire, comme on l'a vu, c'est évidemment la végétation. Donc, on pourrait en parler des lustres et des lustres, mais je vais quand même juste citer les règles générales.
Donc, qu'il s'agisse de fleurs, d'arbres ou d'arbustes, peu importe le végétal, ce qui est important, c'est de favoriser toutes les espèces indigènes qui sont évidemment adaptées à nos écosystèmes. Et donc, c'est important de choisir la plante en fonction de la situation et pas l'inverse. Donc, il faut savoir que les plantes, elles ont quand même des exigences qui leur sont propres, donc en termes de type de sol, de préférence d'humidité, d'ensoleillement, de vent, de hauteur aussi à l'état adulte. C'est important de vous renseigner quand vous plantez un arbre ou un arbuste, de bien veiller à ce que la hauteur à l'état adulte corresponde à vos exigences dans vos aménagements de jardin. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment important de réfléchir à tout ça en amont. C'est important aussi de diversifier au niveau végétal les strates. Et donc, en fait, plus un jardin va être fleuri, plus il va attirer des pollinisateurs et d'autres insectes. Et donc, évidemment, la diversité florale va attirer la diversité animale. Et donc, en diversifiant, en mettant de la mousse, des graminées, des plantes grimpantes, des arbres, des arbustes, vous allez diversifier tout le petit monde animal qui va arriver dans votre jardin. C'est aussi important de veiller à des floraisons tout au long de l'année. Donc, le mieux, c'est d'avoir des floraisons qui s'étalent et qui se succèdent du printemps jusqu'à l'automne pour apporter un max de nourriture tout au long de l'année aux animaux. Donc, ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est bien de se renseigner là-dessus. Vous pouvez aussi bien veiller, un conseil, à avoir des fleurs précoces et des fleurs tardives. Donc, les fleurs précoces, elles peuvent être très utiles pour les coccinelles qui peuvent se nourrir de pollen quand elles sortent d'hibernation, mais aussi pour les bourdons qui ont la chance d'avoir un corps velu et qui leur permet d'affronter la fraîcheur de fin d'hiver et de sortir d'hibernation assez tôt. Ben, c'est intéressant d'avoir des fleurs à butiner pour eux. Et donc voilà quelques noms, hein, j'en ai mis en parenthèse. Et alors les fleurs tardives, ben, comme le lierre, qui est souvent pas désiré au jardin, alors qu'en fait c'est un végétal vraiment, vraiment très très intéressant pour nos animaux, parce qu'il va fleurir très tard en automne et c'est vraiment une des dernières sources de nourriture pour nos pollinisateurs. Donc ça, je vais vous mettre un lien vers un document de la, je sais plus quel organisme, je pense que c'est... Enfin bref, il y aura un lien en fin de présentation avec toute une liste de fleurs et de floraisons. C'est un fascicule qui a été édité. Je sais plus dire la maison d'édition, mais bref. Et il est disponible en ligne, donc vous aurez toutes les références en fin de présentation. Et alors, il y a aussi tout ce qui est fleurs pour les pollinisateurs nocturnes. On ne le sait pas toujours, mais il y a certaines fleurs qui se sont adaptées pour répandre leur parfum en fin de journée et pour attirer les pollinisateurs nocturnes, qui sont beaucoup plus importants que nos pollinisateurs diurnes. Donc, ces plantes-là, elles ont tout compris. Et alors, évidemment, ben, éviter tout ce qui est plantes exotiques envahissantes, comme les solidages verges d'or, comme les astères, les arbres à papillons, pour ne citer qu'elles, les renouées du Japon. Enfin bon, tout ça, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais renseignez-vous, il y a une liste de plantes qui est interdite ou en tout cas préoccupante en Wallonie. Ça vaut la peine de bouquiner un petit peu cette liste qui est disponible en ligne. Alors, au niveau des plantes à fleurs, eh ben, évidemment, les plantes à fleurs, elles vont attirer de nombreux insectes qui, eux, vont attirer leurs prédateurs, comme les oiseaux. Et, euh, et donc, elles sont aussi très intéressantes. Au niveau des conseils que je peux vous donner, ben, c'est d'avoir quand même une certaine tolérance avec les plantes spontanées, qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, parce que même si elles ne sont pas désirées dans notre jardin, ce sont des plantes qui sont quand même adaptées à notre climat et à notre sol et à nos écosystèmes et qui ont poussé de façon spontanée. Donc, c'est bien la preuve qu'elles sont adaptées. Et donc, il y en a certaines qui sont vraiment indispensables à notre faune sauvage. Je citerai notamment l'ortie, qui est la plante hôte de nombreuses espèces de papillons et qui en dépendent complètement pour leur cycle et pour pondre. Donc voilà, ça vaut la peine de laisser quelques plantes spontanées de temps en temps et d'avoir une tolérance par rapport à elles. Il y a aussi tout ce qui est plantes messicoles, pardon, donc liées aux moissons, qui sont liées aux cultures depuis des siècles, comme les coquelicots, les bleuets, etc. Et donc, en fait, ce sont des plantes annuelles qui vont faire leur cycle sur une seule année et qui sont capables de coloniser des milieux instables et donc retourner des champs labourés.
et qui vont effectuer leur cycle biologique très rapidement, donc sur un an. Et c'est difficile de les maintenir ailleurs parce elles vont pas supporter la concurrence. Mais l'avantage, c'est qu'elles colonisent des milieux retournés. Et donc, elles apportent quand même de la biodiversité là où le sol a été manipulé. Et malheureusement, avec tous les herbicides qu'on utilise dans les cultures, ben, ça les fait disparaître. Or, elles hébergent énormément d'insectes auxiliaires et produisent pas mal de nectar et de pollen tout au long de l'année. Donc voilà, c'est des plantes intéressantes à avoir au jardin également. Tout ce qui est plantes aromatiques, hein, c'est des plantes hyper résistantes, pérennes, qui sont odorantes, qui sont intéressantes au niveau culinaire pour les humains et qui vont être très attractives pour la petite faune. Et donc voilà, il y a énormément de fleurs de cette plante aromatique qui vont servir de nourriture pour les papillons et les autres insectes butineurs. Donc n'hésitez pas à en faire des pots sur votre terrasse, dans vos bacs. Voilà, c'est des super plantes aussi. Autre petit conseil, c'est d'éviter tout ce qui est fleurs ornementales à fleurs doubles. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas du tout non plus dans les extrêmes. Ici, c'est des conseils généraux que je vous donne. Mais n'hésitez pas à avoir des petites plantes ornementales qui vous font plaisir. Attention quand même qu'elles ne soient pas envahissantes, évidemment. Mais voilà, je suis la première à en avoir dans mon jardin. Maintenant, tout ce qui est fleurs doubles, comme on voit ici, sur cette fleur, ça, c'est des fleurs en fait qui ont une apparence un peu de pompon parce que via les croisements, on a transformé des organes reproducteurs en pétales. Donc, quand on voit des fleurs avec énormément de pétales, c'est souvent des fleurs qui ont été croisées et qui n'ont plus d'organes reproducteurs. Donc, plus une fleur a de pétales, moins elle va produire de pollen et de nectar et aussi de graines. Et donc, en fait, elle va être quasi inintéressante pour la faune. Donc, voilà, attention avec toutes ces variétés de fleurs doubles. Et puis alors, n'hésitez pas à laisser monter en graines aussi certaines fleurs, parce que la plupart des oiseaux vont être granivores en hiver, et donc les plantes sauvages qui ont poussé en été, ou même les plantes cultivées. Oula, pardon, j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux. Et donc les plantes qui vont monter enfin, la plupart des plantes vont finir par monter en graines, et à l'automne, elles vont apporter de la nourriture des oiseaux, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi de laisser quelques plantes monter en graines. Et en plus, vous pouvez récupérer les graines pour en refaire des semis l'année suivante. Petite slide aussi pour parler des prairies fleuries, même si c'est un sujet qui mériterait de prendre plus qu'une slide. Voilà, les prairies fleuries sont évidemment très intéressantes pour les pollinisateurs comme les criquets aussi, les sauterelles, et c'est surtout extrêmement beau pour les yeux. Donc, ça mériterait un sujet à lui tout seul. Mais voilà, quelques conseils si vous voulez en réaliser un. Le mieux, c'est de le faire dans une zone assez ensoleillée, même s'il y a des mélanges adaptés pour les zones ombragées. C'est quand même souvent des mélanges qui préfèrent les milieux ensoleillés. C'est aussi des mélanges qui préfèrent les sols pauvres. Donc, quand je parle de pauvres, c'est plutôt agronomiquement. Donc, c'est pas beaucoup d'humus, des terrains parfois caillouteux, remplis de calcaire. Donc, voilà, c'est souvent pas des. Voilà, moi j'ai voulu essayer d'en semer un dans mon potager dans lequel j'avais mis une partie de compost, etc. J'ai pas une graine qui ont germé parce qu'en fait c'était un sol méga riche qui est juste bon pour cultiver. Mais voilà, les prés fleuris, ça n'aime pas trop ces terrains-là. Il faut un pH assez neutre. Bon, on ne le connaît pas toujours son pH, mais voilà, pour info, souvent c'est des mélanges qui aiment bien les pH neutres. Pour préparer son sol en amont, nous, on vous conseille de bâcher votre sol. Donc, ça évite de travailler la terre, de retourner et d'attaquer en fait le sol en couvrant votre sol quelques mois avant le semis de pré-fleuri. Vous allez étouffer en fait les herbes, et donc le travail sera beaucoup moins laborieux. Une fois que vous débâcherez votre sol, ce sera beaucoup plus facile pour semer. Mais bon, ça nécessite quand même d'avoir plusieurs. Ah, il y a Laura qui lève sa main. Tu as la parole, Oui, Laura. c'est parce qu'il y a une question intéressante qui rentre du Ouais, coup dans ce que tu es en train de parler. ouais. Donc c'est Maryse qui demande qu'en est-il des chardons au niveau des fleurs, de laisser monter du coup en fleurs et en graines. Est-ce Ouais, que et bah, tu sais répondre? les chardons,
moi, j'en ai eu deux, trois pieds dans mon jardin. Alors, c'est une plante que je trouve vraiment incroyable et magnifique. Maintenant, c'est sûr qu'elles ont un caractère qui peut être envahissant. Donc, je sais que les chardons peuvent se multiplier aussi bien par les racines que par les graines. Donc, niveau racines, bah, le mieux, c'est de l'arracher, hein, clairement. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, dans mon contexte, ça poussait en bordure de ma pelouse que je tonds régulièrement. J'ai juste coupé les fleurs en fin de floraison pour éviter la montée en graines et la dispersion, en tout cas par les graines. Euh, j'ai laissé les autres fleurs fleurir en, en différé. Et puis j'ai arraché le pied, voilà, une fois que toutes les fleurs avaient fini de bourgeonner. Donc voilà, en gardant un œil attentif, je pense qu'il y a quand même moyen de les canaliser. Et ça reste des plantes vraiment très intéressantes. Mais par contre, attention, il y a aussi parfois des obligations communales de maintenir les chardons. Et je pense, ouais, des obligations dans le règlement de police, etc., de vos communes. Vous êtes tenu à les canaliser et à empêcher la prolifération de ces plantes. Donc, attention quand même, prudence avec elles, mais il y a moyen de les contenir quand même si c'est pris à temps et si c'est surveillé, tout en les laissant quand même en partie fleurir. Donc, pour en revenir sur les pré-fleuries, il faudra donc préparer le sol sur 20 centimètres ou le bâcher, ce sera bien plus simple, comme je le disais. Et alors, vous pouvez pratiquer la technique de faux semis. Donc, c'est travailler une première fois le sol, comme si vous allez préparer le semis, puis vous attendez quelques semaines, deux, trois semaines. Et là, vous allez avoir les graines qui se retrouvaient en superficie de votre sol qui vont germer. Donc, ça va être les plantes qui pourraient rentrer en concurrence avec vos semences. Et du coup, vous allez pouvoir les arracher avant de semer définitivement votre pré fleuri. Et donc, il y a souvent deux périodes qui sont recommandées pour semer, c'est au début du printemps ou au début d'automne. Attention quand même que maintenant, on préconise plutôt à l'automne parce qu'on a de plus en plus de périodes de sécheresse au printemps. Et donc, le fait de planter à l'automne, avec l'humidité, etc., ça va permettre un meilleur enracinement de la plante. Donc voilà, on conseille souvent plutôt à l'automne maintenant qu'au printemps. Et alors, il faudra compacter après votre semis, mettre quand même, il faut pas y aller trop fort non plus, mais appuyer un peu et mettre la graine en contact avec le sol après avoir semé. Et alors, souvent, bah, ce qu'on oublie, c'est lors de l'entretien. Donc déjà, il faut faucher une fois par an votre pré, votre petite pré fleurie, ça c'est indispensable. Et surtout, ce qui est indispensable, c'est d'exporter le produit de fauche, chose qu'on fait rarement parce que, comme vous l'avez compris, les pré-fleuris préfèrent les sols pauvres. Et si vous maintenez votre produit de fauche sur place, vous allez enrichir votre sol, évidemment, en apportant de la matière organique, etc. Et donc, en fait, c'est les graminées qui vont prendre le dessus, pardon, sur vos plantes à fleurs. Et donc, le mieux, c'est de retirer le produit de fauche. Comme ça, vous maintenez votre sol pauvre, entre guillemets, et vous évitez de l'enrichir. Et donc, les graines vont regermer l'année suivante. Et donc, voilà, on dit souvent faucher en fin d'été ou en automne. Et alors, quand vous choisissez vos mélanges, bien veillez à avoir des plantes vivaces, des mélanges avec des plantes vivaces annuelles et bisannuelles et idéalement de variétés locales. Parce que si vous prenez que des graines annuelles ou bisannuelles, ben, le pré-fleuri va avoir une durée de vie assez limitée, alors que si vous avez des vivaces dedans, ben, elles vont se maintenir d'année en année. Au niveau de la tonte, petite parenthèse, bah non, je vais pas trop en parler parce que du coup, vous avez sûrement vu la visioconférence sur la tonte différenciée, mais bon, voilà. Donc, je vais pas vous reparler de ça, mais ça valait la peine quand même de le rappeler ici que la pratique de la tonte différenciée est vraiment hyper intéressante pour la diversité végétale et donc va attirer beaucoup plus de pollinisateurs. Et donc, à nouveau, n'oubliez pas relever les hauteurs de coupe. Vous pouvez aussi créer des prés de fauche que vous allez entretenir qu'une seule fois par an. Et pour le reste, ben voilà, n'hésitez pas à pratiquer la tonte différenciée dans votre jardin et quitte à laisser des zones hautes toute l'année. Alors, dans la suite de la végétation, on va retrouver aussi tout ce qui est haies. Évidemment, les haies, c'est vraiment des milieux
hyper riches en biodiversité et vont attirer énormément d'espèces, aussi bien pour pondre que pour se reproduire, que pour nidifier. Et donc, au-delà de tout ça, en fait, les haies, elles ont aussi plein d'autres rôles, comme elles peuvent freiner aussi le ruissellement, l'érosion des terrains. Elles vont apporter de la fraîcheur en été. Elles peuvent servir de protège-vent, aussi de limite de terrain. Donc voilà, elles ont vraiment plein, plein de rôles et c'est vraiment devenu un peu les incontournables du jardin. On va aussi avoir une conférence dans le pack Arbre-Arbuste sur ce sujet. Donc, si vous n'y êtes pas inscrit, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mon collègue va donner une formation vraiment sur tout ce qui est choix et plantation de haies. Mais à nouveau, dans les grands principes, ben, évidemment, ça va servir de nourriture pour de nombreux animaux en fleurissant. Et ça va aussi servir d'abri pour tout ce qui est orvets, couleuvres, lézards, musaraignes. Tout ça, ça va apprécier les grenouilles, ça va apprécier se réfugier un peu au pied des haies. Et donc, dans les grands conseils, le mieux, c'est de choisir plusieurs essences. Ça va permettre d'accueillir plus de biodiversité. Et donc, en apportant des fruits, des fleurs sur plusieurs mois, ça va aussi avoir un bel aspect esthétique d'avoir différentes variétés de plantes. Et le gros avantage, c'est que si vous avez une attaque de maladie si vous avez une haie monospécifique, si vous avez une attaque de maladie, euh, toute votre haie va y passer, alors que si elle est diversifiée, bah, il y a peut-être quelques pieds qui vont mourir et les autres vont prendre le dessus. Donc voilà, en termes de résilience, c'est quand même super intéressant d'avoir des haies diversifiées. Donc, il y a énormément de choix et d'essences qui sont possibles. Vous pouvez les regrouper par pied, 3-4 pieds de même essence. Ça permet, voilà, s'il y a une plante une des essences choisies qui grandit un peu moins vite que l'autre, ben, en les regroupant par 3-4, ils vont quand même pouvoir faire force contre les autres. Donc, ça permet à la haie de s'équilibrer malgré les différences de développement des végétaux. Et alors, le mieux, c'est de créer, évidemment, si vous avez l'espace, plusieurs rangs, donc des haies à plusieurs rangs. Mais bon, ça, c'est pas toujours donné dans le cadre des jardins. Et alors, le mieux, c'est évidemment d'entretenir le moins possible. Donc, en favorisant un port libre, vous allez avoir des arbustes qui vont fleurir, qui vont fructifier beaucoup plus que s'ils sont taillés. Voilà, ça reste un entretien quand même qui n'a jamais été présent dans le milieu végétal avant que l'homme décide de le canaliser. Donc, une plante qui va grandir naturellement va beaucoup plus fleurir que si elle est taillée régulièrement. Et alors, petite parenthèse, il y a des subsides en cours, ça peut vous intéresser si vous souhaitez planter des haies. Il y a le subside Yes We Plant qui est toujours actif pour le moment, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais voilà, vous pouvez avoir des aides à la plantation de haies. C'est quand même 5 euros par mètre que vous pouvez retoucher, par mètre de plan si vous faites un seul rang. Par contre, si vous faites deux rangs, bah, c'est 7 euros par mètre. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur le site. Yes, we plant. Alors, voilà, même titre que les haies, tout ce qui est arbres et arbustes aussi super intéressant parce qu'il y a de nombreux animaux qui en dépendent pour nicher, comme la plupart des oiseaux évidemment qui vont nicher dans les arbres et arbustes. À l'abri des prédateurs. Il y a aussi les écureuils. Enfin voilà, il y a plein d'autres animaux qui dépendent de ces arbres. Ils peuvent être plantés isolés, groupés ou en alignement, comme on voit sur la photo. Et donc voilà, je cite ici quelques essences d'arbres aux tiges et d'arbustes indigènes. Il y en a évidemment énormément, mais vous avez ici quelques essences intéressantes. Et alors, petite parenthèse sur les vergers. Donc, les vergers, c'est vraiment des super milieux aussi. Si vous avez l'occasion de planter quelques fruitiers ou de pouvoir planter même une parcelle avec des fruits, des fruitiers et de créer des vergers. Parce que les fruits qui sont oubliés, qui vont tomber, bah, ça va vraiment faire le bonheur de nombreux animaux. Et la floraison des fruitiers va attirer énormément de pollinisateurs. Et donc, c'est vraiment des milieux semi-ouverts qui vont abriter une faune diversifiée. On va avoir les espèces des bois qui vont rencontrer celles des prés. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme écosystème. Et donc, là, préférez quand même les variétés anciennes et régionales qui sont souvent gages de qualité
et qui sont beaucoup plus adaptés à nos climats et nos ravageurs. Et donc, notamment les arbres qui sont oula, labellisés certifruits. Voilà, c'est vraiment des chouettes essences et des bons fruitiers à planter chez nous. Et alors, pour finir la partie végétation, juste un petit focus sur tout ce qui est taille tétard aussi, je voulais en parler avec vous. Donc, c'est la création de trognes et d'arbres têtards, comme on voit ici sur la photo. Je pense que vous connaissez. Donc, c'est en fait un mode de taille assez drastique hein, qui vise à étêter l'arbre, mais qui va en fait ralentir le vieillissement normal de l'arbre. Et donc, l'arbre, il va être beaucoup plus résistant aux tempêtes. Il va bien s'ancrer dans le sol, il va donner du bois pour se chauffer et ça devient vraiment des mémoires vivantes qui vont traverser les générations. Donc, c'est souvent des arbres pluricentenaires qui sont hyper robustes. Et donc, avec l'âge et les plaies qui vont être réalisées régulièrement, on va créer des cavités en fait à l'intérieur de ces trognes et qui vont servir d'habitat pour de nombreuses espèces cavicoles, du coup, qui nichent dans des cavités, comme on voit ici la jolie chouette chevêche. Et donc, si vous avez l'occasion de créer de faire des tailles têtards chez vous, ça peut être vraiment très, très intéressant aussi pour la faune de nos jardins. Et donc, ça permet initialement de produire du bois de chauffe et du fourrage. Donc, on appelait ça tomber la feuille à la fin de l'été quand les prairies étaient grillées, qu'il n'y avait plus à manger. Et ben, les paysans coupaient les arbres qui bordaient les prés et mettaient les feuilles, les branches encore remplies de feuilles à disposition du bétail. Et donc, c'est comme ça que sont apparus un peu les, les trognes. Et donc, le bois était récupéré pour se chauffer aussi. Donc, c'est une taille qui est adaptée à nos feuillus. Et attention, pas toutes les essences. Je vous ai mis un petit tableau après. Et donc, la première taille, elle doit être réalisée assez rapidement dans les premières années. On dit souvent quand le diamètre du tronc est égal à environ 10 centimètres. Et puis, les tailles suivantes, elles vont vraiment varier en fonction de l'utilité. Donc, soit tous les 3 à 10 ans si vous voulez faire du bois de chauffage, ou alors si c'est pour faire de la vannerie, par exemple, ce sera tous les 3 ans. Euh, donc voilà, et à nouveau, Yes We Plant propose aussi des subsides pour vous. Si vous souhaitez entretenir un arbre tétard, vous pouvez toucher 20 € par arbre traité. Et il y a un deuxième appel à projet qui est lancé pour peut-être pour la troisième année. Je sais qu'ils l'ont encore fait l'année passée. À voir cette année, il n'y a pas encore d'infos. Mais les Trognes de Wallonie ont aussi un chouette appel à projet pour planter ou restaurer des arbres têtards en Wallonie. Et donc là, c'est quand même aussi assez intéressant. On peut avoir les plans gratuits avec une formation ou si c'est pour rénover des trognes, vous pouvez avoir une participation jusqu'à 80% financée par ce subside d'un grimpeur élagueur. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Et puis voilà une petite liste des arbres ici qui peuvent être taillés en tétard. Donc attention, je rappelle, c'est pas toutes les essences qui supportent des tailles aussi importantes. Alors, les aménagements semi-naturels. Donc évidemment, on va parler des mares à nouveau. Ça peut être un sujet vraiment. Je vois que le temps passe, donc je vais essayer d'accélérer. Les mares, elles sont vraiment hyper intéressantes parce que elles vont permettre d'apporter de l'eau indispensable à toute la vie sur Terre. Donc, elles peuvent aussi sauver la vie d'espèces jusqu'à 2 kilomètres de distance. Donc, si vous avez l'occasion de créer des petits points d'eau dans votre jardin, c'est vraiment très, très intéressant. Ça va attirer énormément d'auxiliaires. Ça va servir d'abreuvoir, de baignoire. On voit souvent les oiseaux se baigner dedans. Et, et voilà, donc si vous avez la chance d'avoir un sol argileux, parfois vous n'avez pas besoin de mettre un revêtement en fond de mare. Donc ça, c'est vraiment le top d'avoir une mare naturelle. Mais par contre, c'est pas toujours le cas, donc ça peut être important de mettre une membrane, par exemple EPDM, donc c'est un peu ce qu'on met sur les toitures plates, ou carrément de prendre un bassin préfabriqué. Donc ici, c'est des petites photos d'une mare que j'ai fait chez moi. On voit un peu les différentes étapes avec le treillis, le sable, la membrane, et puis après finaliser avec des petites pierres autour.
Donc, dans les grands conseils, ça doit être placé dans un endroit ensoleillé. Éviter d'avoir des grands arbres autour parce que les feuilles, évidemment, ça tombe dans la mare et ça referme un peu, ça empêche, en tout cas, à la lumière de passer dans la mare et c'est quand même important d'avoir un peu de lumière. Il faut une pente douce, idéalement face au sud pour permettre aux animaux de rentrer et sortir facilement. Donc, il ne faut pas des pentes trop raides. Et donc, on voit ici sur le bassin préfabriqué, ben, il y a quand même une pente douce. Donc, ça, c'est important d'y veiller si vous voulez un bassin de ce type, c'est d'avoir une pente douce ou en tout cas de mettre des graviers et de combler pour avoir une pente douce s'installe. C'est bien d'avoir minimum 80 cm pardon, de profondeur pour éviter que ça gèle, que toute la mare gèle en hiver et pour essayer d'avoir une lame d'eau constante en été quand il pleut un peu moins. Donc, important de veiller évidemment, oui, à l'étanchéité. Ne pas introduire de poissons, c'est si vous voulez une mare naturelle, parce que bah, la cohabitation n'est pas toujours évidente. Les poissons, ils vont retourner le fond et donc ils vont apporter, enfin troubler l'eau. Ils peuvent se nourrir aussi des œufs, des batraciens, etc. Donc voilà, niveau cohabitation, c'est pas toujours facile. Bien veiller à végétaliser avec des plantes indigènes. Et alors, il faudra désenvaser quand même de temps en temps pour que le milieu ne se referme pas et pour laisser passer la lumière. Donc ça, désenvaser, c'est surtout automne-hiver pour le faire. Vous pouvez aussi mettre en place des noues et des bassins d'infiltration. Bon, ça, c'est assez particulier, mais c'est plutôt dans les nouvelles constructions. C'est vraiment des dispositifs d'infiltration d'eau de pluie. Donc, c'est des noues, c'est des espèces de fossés qui vont être créés et dont les descentes de toiture vont être raccordées à ces noues et qui sont calculées pour se vider en fait, enfin en période de pluie, ces noues vont être chargées et elles sont calculées, le dimensionnement est calculé pour se vider en quelques heures. Donc le désavantage c'est qu'il n'y a jamais de lame d'eau continue. Maintenant, ça crée quand même des petits milieux humides qui peuvent être intéressants pour infiltrer vos eaux de pluie. Si vous envisagez une nouvelle construction, ça vaut la peine de se renseigner. Mais alors, vous pouvez aussi disposer évidemment des abreuvoirs en tout genre partout dans votre jardin, à des hauteurs différentes. Il y en a qui aiment bien rester au sol, d'autres qui aiment bien être en hauteur. Mais pour ça, évitez quand même le gel en hiver. Donc, remplacez l'eau parce que même en hiver, tous les animaux ont besoin de boire, c'est indispensable. Attention aussi au développement de larves de moustiques, donc ça vaut la peine de changer l'eau régulièrement au printemps-été. Et alors, dans un endroit dégagé pour éviter qu'il y ait des prédateurs qui se cachent à proximité. Et si vous avez des dispositifs profonds, ça peut être intéressant de mettre des petits dispositifs anti-noyade, donc des bouts de bois, etc., en travers pour permettre aux espèces de s'extraire. Je vois souvent des oiseaux noyés dans des gros abreuvoirs dans les prés. Voilà, c'est jamais gai. Et mettre un petit bout de bois, parfois, ça peut sauver des vies. Alors, il y a tout ce qui est aménagement en pierre et sable pour attirer tout ce qui est animaux qui apprécient la chaleur, donc comme les lézards, les grenouilles, les crapauds, même les papillons adorent prendre des petits bains de soleil. Et donc, évidemment, ces aménagements à base de pierre et de sable, c'est bien de les mettre dans des zones ensoleillées. Et donc, ces aménagements, ils vont accumuler la chaleur pendant la journée et vont la restituer la nuit. Et donc, ça va diminuer un peu les écarts de température entre le jour et la nuit et permettre de conserver une certaine humidité. Et donc, c'est des milieux qui vont former des zones sèches et assez pauvres en éléments nutritifs, mais qui vont favoriser énormément de plantes et d'animaux et créer un peu des petits microclimats. Donc, voilà, c'est super intéressant au jardin. Vous pouvez les végétaliser avec des plantes de rocaille, hein, comme on voit ici, un saxifrage. Dans ces aménagements, vous pouvez intégrer d'autres petits éléments comme des pots en terre cuite, des tiges creuses, et voilà. Vous voyez ici un pierrier que j'ai réalisé dans mon jardin. Donc, c'est un tas de pierres en fait, en retirant la couche végétale sur environ 15 cm. Et puis après, on emplit, on crée une base avec des grosses pierres et puis on empile, on laisse des petits couloirs et des chambres à l'intérieur et on peut compléter avec un peu de sable. Et donc, ça fait des petits tas de pierres désorganisés mais remplis de petites caches pour les animaux qui apprécient ces milieux. Alors, les murs en pierre sèche, c'est quand même assez technique, mais c'est très beau et très intéressant. Aussi à avoir, ça peut apporter une valeur enfin, assez esthétique au jardin aussi.
Mais voilà, quand vous réalisez un mur, il y a quand même quelques règles à connaître. Au niveau de la largeur de la base, elle doit être égale à la moitié de la hauteur. Donc, il faut une base assez stable que pour porter tout votre mur, avec un minimum de 30 centimètres de largeur de base. Et donc, plus vous allez monter, plus l'épaisseur, comme on voit ici, du mur va diminuer pour garantir évidemment sa stabilité. Il faut bien évidemment des fondations solides qui vont dépendre de votre type de sol. Si vous avez un sol assez caillouteux, ben, on ne va pas mettre trop de fondations, alors que si vous êtes sur un sol euh, qui va avoir tendance à se tasser, ben là, on va mettre quand même assez d'empierrement. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, il va bientôt y avoir un article qui va être publié avec plein d'informations. Mais bon, voilà, il y a des grands principes. C'est aussi poser au moins une pierre à cheval sur deux à trois autres, donc pour bien veiller à la stabilité. Et alors insérer des boutisses, hein, c'est des petites pierres transversales comme on voit sur le schéma là de temps en temps pour bien consolider tout. Surtout ne pas mettre de mortier, de ciment ou d'enduit et de bien maintenir des trous en fait pour permettre aux petits animaux de se faufiler. Si vous comblez tout, ben, il y aura plus de cachettes et de refuge pour la petite faune. Et donc, attention à, oui, si vous ne posez pas une pierre à cheval sur deux autres, vous allez créer des joints continus comme ici. Et donc là, va être un mur qui va pas du tout être stable. Donc voilà. Et n'oubliez pas d'oublier quelques pierres ponctuellement dans vos parterres. Comme ici, on voit une brique que j'avais laissée dans un parterre. On voit des petits mille pattes en dessous. Donc ça, vous pouvez aussi laisser des grosses pierres dans vos aménagements. Bon, spirale aromatique, c'est un peu le même principe, sauf que vous allez en fait planter mettre des plantes aromatiques dedans avec au sommet des plantes qui apprécient les milieux assez secs et en dessous les plantes qui apprécient les sols, les zones humides. Et vous pouvez même finir par un petit point d'eau. Donc au-dessus, on va retrouver tout ce qui est thym, romarin et plus on va descendre, plus on va avoir de l'humidité et plus on va pouvoir retrouver de la menthe, etc. Et donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur cet aménagement, mais c'est un peu le même principe que les murs en pierre sèche, sauf que l'intérieur de la spirale, on va la combler avec d'abord une couche de gravat pour drainer, on peut mettre un peu de sable éventuellement, et puis de la terre, et on va finir par une petite couche de compost pour avoir euh, enfin, avoir un sol assez riche pour toutes les plantes. Et alors, vous pouvez aussi réaliser simplement des trous de sable et le buter pour des abeilles solitaires qui apprécient, par exemple, nicher dans le sable. Donc, simplement faire un trou de 30 centimètres de profondeur, recouvrir avec du sable et buter, et puis éventuellement mettre une pierre au-dessus. Ça peut être aussi des petits aménagements intéressants pour certaines abeilles et bourdons qui vont y creuser leur galerie ou le lézard des murailles, par exemple, qui pourrait y pondre si vous avez la chance de l'avoir près de chez vous. Autre aménagement avec les déchets verts. Donc, on a souvent tendance à évacuer nos déchets verts au compost, alors qu'en fait, ils peuvent servir de refuge pour la faune. Et donc, en formant des petits tas dans vos jardins, mélanger bois, feuilles, tontes, etc., vous pouvez créer des micro-habitats et des refuges pour la faune sauvage, les hérissons, orvets, etc., qui apprécient chasser et se réfugier dans dans ces tas. Bien veiller à avoir une cavité. Donc ici, on voit sur un petit tas que j'avais fait chez moi, avoir une cavité à l'intérieur pour, par exemple, permettre aux hérissons de pouvoir y trouver refuge et puis continuer à empiler les pierres. Et donc, ça va en plus servir aussi à nos décomposeurs, évidemment, parce que ces déchets verts vont apporter de la matière organique au sol et vous l'aurez compris, et pouvoir être décomposés et transformés en humus et donc fertiliser nos sols. Et puis, bah, c'est quand même un gain de temps parce que ça nous évite à aller au réciparc. Donc, si vous avez des petits jardins un peu perdus, des petits espaces perdus dans votre jardin, vous pouvez y mettre des petits tas qui ne dérangeront pas. Et puis, souffler aussi vos feuilles mortes au pied des haies. Ça se décomposera pendant l'automne, l'hiver enfin, ouais, la fin de l'automne et l'hiver. Et l'année suivante, il y aura, voilà, ce sera en partie décomposé. Et alors, petit conseil, si vous stockez du bois, ben, moi personnellement, je le mets sur palette parce qu'il y a plein de petits animaux qui vont pouvoir se réfugier en dessous. Et quand on arrive en fond de stock, on maintiendra quand même un petit refuge, un petit endroit. Donc voilà, c'est toujours un petit truc et astuce à faire.
Et alors, dernier aménagement semi-artificiel, c'est tout ce qui est préservation de bois mort sur pied ou en tout cas dessouché, parce que ça va servir de lieu de ponte et apporter de la nourriture à énormément d'insectes qu'on appelle les insectes saproxyliques, donc qui vont se nourrir de bois mort, comme le lichen cerf-volant, qui est notre plus grand coléoptère en Europe. Il y a aussi des longicornes. Et puis, il y a évidemment des champignons lignivores qui vont se développer sur ces bois morts. Et alors, ça va surtout servir d'espèce d'habitat pour de nombreuses espèces cavicoles, comme le pic qu'on voit ici, le piquet pêche, l'écureuil, la chouette chevêche, comme on a parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, pareil, ça permet de gagner aussi du temps, de les maintenir, ça évite l'abattage. Mais par contre, faites attention quand même à votre sécurité. Si l'arbre mort, il est situé près de chez vous, voilà, calculez quand même pour éviter qu'il ne tombe sur votre maison. Et vous pouvez aussi maintenir des chronoxyles. Donc, c'est étêter l'arbre, faire tomber toute la partie aérienne et maintenir un fût en fait encore ancré dans le sol. Donc, ça permet de diminuer la hauteur de l'arbre mort sur pied et donc de maintenir la sécurité si jamais il se couche et de préserver quand même l'arbre mort sur pied dans votre jardin. Et alors, un dernier point dont je voulais quand même vous parler, c'est tout ce qui est, il y en a encore à mon avis pour 10 petites minutes, tout ce qui est aménagement artificiel. Donc, ce sont tout ce qui est évidemment les nichoirs à oiseaux. Donc, les nichoirs à oiseaux, il faut savoir que ça reste, que c'est intéressant seulement si les aménagements naturels ne sont pas disponibles. Et il faut, voilà, ça reste des aménagements qui sont mis en place pour pallier à la crise du logement. Et donc, ça permet d'offrir le gîte, mais surtout dans vos jardins, si vous mettez des nichoirs, il ne faut pas oublier le couvert, sinon ça risque de poser problème. Donc, il faut bien offrir les deux. Et alors, gardez à l'esprit que ça reste quand même seulement pour quelques espèces, hein. Donc, c'est surtout des espèces cavicoles, comme j'expliquais tantôt, qui vont nicher dans des cavités d'arbres, qui manquent évidemment cruellement de plus en plus. Ces arbres, on les voit comme dangereux et on a trop souvent tendance à les abattre. Alors, ils n'ont plus ces cavités naturelles et donc les nichoirs en bois peuvent tout à fait les remplacer. Donc voilà quelques exemples de nichoirs, il y en a vraiment énormément. Et donc il y en a certaines espèces qui vont être plus favorables que d'autres, comme les mésanges, elles adorent vraiment les nichoirs. Donc ce sont des nichoirs qui auront des petits orifices, comme on voit ici, ces trois-ci. Les semi-ouverts, ça va plutôt être pour les espèces semi-cavicoles, donc qui peuvent nicher tantôt dans des cavités, tantôt entre deux branches, faire un nid entre deux branches d'arbres, ou dans un buisson comme les rouges-gorges. Les nichoirs pour martinets, hirondelles, on peut aussi en proposer. Ça, c'est pour la chouette chevêche, avec un tube anti-prédation pour éviter la prédation par la fouine. Les chouettes effraies, ici, c'est pour le faucon. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'espèces qui peuvent quand même occuper, quelques espèces qui peuvent occuper les nichoirs. Quand vous achetez un nichoir, surtout bien veiller à la qualité. C'est important pour la robustesse des nichoirs et aussi pour l'isolation intérieure. Faites attention à la couche de finition. Donc, on a quand même souvent tendance à avoir des nichoirs qui peuvent être peints de toutes les couleurs, être très esthétiquement très beaux, mais ça peut être toxique aussi pour les oisillons. Donc voilà, il y a différentes ouvertures en fonction du nichoir. L'orientation, on dit souvent que le trou d'envol doit piquer vers le sud-sud-est et surtout éviter des supports en dessous avec une hauteur minimum pour bien veiller à la sécurité des oiseaux. Et donc, il y a des distances à respecter entre deux nichoirs, des hauteurs aussi en fonction évidemment des espèces. Et donc, ici, on voit, c'est un petit tableau qui se retrouve sur le site de biodiversité dans le bâti de Natagora. Et on voit un peu en fonction des espèces les hauteurs euh, jusqu'auxquelles elles peuvent nicher. Et donc, ça peut donner des indications pour le placement de vos nichoirs. Donc, ça, c'est disponible sur biodiversité dans le bâti. Et alors, au niveau de la fixation, vous pouvez soit mettre, donc le problème, c'est l'arbre en tant que tel, je pense, ne souffre pas d'avoir une vis, mais par contre, l'arbre continue à grandir et donc la vis peut être englobée et il pourrait manger le nichoir à un moment donné ou la vis ou la latte de fixation.
Donc, soit il faut veiller à desserrer régulièrement et à revisser l'arbre pour lui permettre, le nichoir pour permettre à l'arbre de continuer à grandir. Soit vous pouvez mettre des cales avec des fils de fer pour empêcher que le fil de fer soit en contact avec l'arbre et ne l'étrangle. Ou alors, il y a aussi tous des systèmes de sangles qui existent. Donc, il y a plusieurs façons de fixer les nichoirs. Et puis alors, il y a tout ce qui est abri à insectes. Donc, à nouveau, bien garder à l'esprit que les abris à insectes, ils vont favoriser très peu d'espèces. Donc, niveau préservation et protection de biodiversité, c'est très pauvre. Et c'est souvent des abeilles de la même famille, dont les osmies font partie. Mais par contre, ça reste un super outil de sensibilisation. Et donc voilà, il y a différents dispositifs qui existent. Si vous voulez utiliser des tiges creuses ou des bûches percées, attention de bien maintenir une longueur minimale de 10 centimètres de profondeur de votre trou pour permettre d'avoir plusieurs couches d'œufs qui vont s'aligner dans ces 10 centimètres. Des trous de taille variable et attention de bien avoir un des deux côtés obstrué. Sinon, si vous voyez au travers de votre bûche, ça ne conviendra pas aux abeilles. Et puis, si vous créez des abris à insectes, bah, ça reste quand même, c'est assez touchy comme sujet et ça peut être des garde-manger quand même pour les oiseaux. Donc, bien mettre un grillage pour essayer de limiter au maximum les attaques par les oiseaux et diversifier les matériaux en utilisant de la paille, des pommes de pin, des écorces de bois pour avoir différents refuges pour d'autres espèces, mais toujours bien privilégier les abris monospécifiques de petite dimension parce que ça permet une meilleure cohabitation entre insectes et surtout de maintenir des insectes de même espèce et éviter trop de mélange. Voilà. Et alors, il y a plein d'autres nichoirs qui existent. Je vous ai mis un lien en fin de présentation. Vous pouvez aller voir sur nichoir.net. Ils ont pas mal de chouettes modèles, aussi bien pour les oiseaux que pour les autres abris, les autres animaux. Mais il y a énormément d'abris qui existent et de plans qui peuvent se trouver. Donc voilà, il y a plein d'infos sur Internet que vous trouverez. Et alors, dernière slide pour clôturer. Donc, grande règle d'or à retenir. Bah, évidemment, pas de pesticides au jardin. Veiller, on n'en a pas parlé, mais c'est important de veiller à la libre circulation des espèces. Et donc, si vous avez des clôtures ou si vous avez un projet clôture, n'hésitez pas à légèrement surélever vos clôtures ou à maintenir des trous à des distances, à certaines distances pour permettre à la petite faune qui se retrouve au sol de pouvoir passer d'un terrain à l'autre parce que vous n'êtes, ben voilà, ils ont souvent besoin de plusieurs jardins et des grands territoires à couvrir. Et donc, ça reste des obstacles très compliqués pour eux à franchir. Évitez au maximum vos interventions qui peuvent perturber l'équilibre naturel au jardin, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à multiplier les habitats aussi bien naturels qu'artificiels dont on vient de parler. Mettre de l'eau à disposition toute l'année, c'est hyper important pour la faune, aussi bien en hiver qu'en été. Surtout, oubliez une partie de votre jardin, ça c'est le mieux aussi que vous pouvez faire, c'est abandonner un coin de votre jardin, laisser la pelouse venir, quelques plantes spontanées s'installer, voilà. Pratiquer la tonte différenciée, laisser place à la végétation spontanée. Et alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de tolérer quelques occupants en hiver dans vos greniers, abris de jardin, caves, là où ça ne dérange pas. Voilà, il y a certains insectes et petits mammifères qui s'y réfugient pour passer la saison froide et donc ça vaut la peine de les tolérer. Voilà, j'ai fini ma présentation. Vous aurez toute une série de liens et d'articles un peu plus complets pour créer une mare, par exemple, un mur en pierre sèche, une spirale aromatique. Voilà, j'ai pas su trop m'attarder là-dessus, mais il y a moyen d'avoir plein d'infos et aussi sur le site Réseau Nature de Natagora, vous aurez plein de fiches pour rendre votre jardin accueillant et le site Biodiversité dans le bâti aussi de Natagora avec le petit site nichoir.net pour tout ce qui est abri et nichoir. Et alors, bon, les prochaines dates, vous allez retrouver Laura si vous êtes inscrit au Paxol
le 23 mai à Marchand, mais surtout celui que j'ai mis en rouge et qui est très complémentaire avec la présentation qu'on a fait aujourd'hui, c'est que vous pouvez venir fabriquer un nichoir à mésange avec moi à Neupré, donc chez moi. Et donc, je mettrai ma double casquette, ma casquette Adalia et ma casquette d'indépendante complémentaire locale à plumes, parce que je fabrique des nichoirs pour la faune sauvage comme activité complémentaire. Donc, il reste des places si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, je vais clôturer ici. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée, j'ai été un petit peu plus longue que prévu et j'ai un peu accéléré à la fin. Mais voilà, c'est le problème quand on a beaucoup de choses à dire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et donc, comme d'habitude, merci de répondre au questionnaire de satisfaction et de me donner tous vos avis de façon anonyme sur cette formation dans un but d'amélioration continue. Je pense que Laura va pouvoir glisser enfin, le lien aussi du questionnaire dans le chat. Et C'est alors, fait. voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait encore, enfin, il y a eu des questions, Laura, simplement. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu Non, la il n'y a pas eu d'autres. conversation. Ok, oh ben, j'espère que c'est pas parce que je les ai assommés. Ah bah, super, bon, bah, ça va. Ils ont l'air toujours vivants. Eh ben, de rien, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre écoute. De toute façon, je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions avec mon adresse mail hein, ici. Si vous avez des questions pour vos aménagements, des interpellations, des conseils, des demandes de conseils, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos questions. On est tout à fait disposé à y répondre après enfin, dans les prochains jours et prochaines semaines, quand vous allez commencer tous vos travaux de jardinage. Ok, oh, bah voilà, j'attendais le dernier message. Ben, on va pouvoir clôturer. Merci à tous et on se revoit bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'atelier nichoir. Laura, merci beaucoup pour ton assistance. Plaisir. C'était très intéressant à écouter, donc aucun problème. Merci à tous. Allez, bonne soirée. Au revoir.